RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité, Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Chronique d'une débâcle 2012-2017 aux éditions L'Archipel. Alors vous n'êtes plus premier secrétaire du Parti Socialiste. Après cette débâcle, qui n'est pas la première au PS, vous avez passé la main à une direction collégiale, autant dire à une armée mexicaine. Ce livre est intéressant à beaucoup d'égards. D'abord, il est bien écrit pour un livre politique qui d'habitude nous tombe des mains. Vous êtes à la fois lucide, très lucide, mais il subsiste chez vous le parler, le phrasé, la pensée, non pas complexe, comme dirait un certain Emmanuel Macron, mais la pensée compliquée des socialistes. Bon, ça c'est pour la petite critique. Mais avec vous, nous allons parler donc de l'actualité, mais arrêtons-nous un petit instant sur ce livre, puisque dans le fond, vous expliquez, vous essayez de savoir, comme après un meurtre, quels sont les coupables, ou quels sont les suspects. Vous écrivez, vous êtes sonné encore, vous écrivez « Comment ce parti, le PS, qui fut si puissant, si dominateur, implanté dans toute la France, a pu subir ce sort ?» Alors, les suspects, qui sont-ils ? Eh bien, il y a François Hollande, il y a peut-être le PS lui-même, il y a Emmanuel Macron, il y a la France insoumise. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que la débâcle que vous décrivez là, 2012-2017, elle n'est pas plus ancienne et qu'elle ne vient pas, dans le fond, d'un moment où les autres, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui était dans la troisième voie, la France, les Français n'ont pas muté. Lionel Jospin résistait à cette espèce de social-démocratie. Ils n'ont pas muté, mais ceux qui ont muté n'ont pas fait mieux que nous, puisque le SPD n'arrive pas, depuis Schröder, à revenir en responsabilité. Pourquoi ? C'est vrai, mais le pays marche. D'accord. Oui. Mais vous mettez l'accent sur quelque chose qui me semble très très important, c'est la grande crise des partis progressistes à l'échelle mondiale, qui sont partagés entre une aile radicale et une aile réformiste, social-libérale, peu importe comment on l'appelle. On l'a vu entre Bernie Sanders et Hillary Clinton, on l'a vu avec Corbyn et les néo-blairistes en Angleterre, on l'a vu avec D'Alema et Renzi en Italie, on le voit dans le PSOE avec le dernier congrès qui s'est tenu, et on l'a vu d'une certaine manière entre Sigmar Gabriel et Martin Schulz. L'un était pour une alliance au centre, l'autre pour une alliance, sans le dire totalement, avec les Verts et Die Linke. Donc il y a bien... Après, il y a les responsabilités propres du Parti socialiste et des hommes et des femmes que vous avez cités, mais on est dans une séquence où, face à la mondialisation, le grand courant social-démocrate, le grand courant progressiste n'arrive plus à développer des idées qui permettent d'avoir une majorité. Mais vous-même, vous reconnaissez des erreurs dans la gestion de ce quinquennat. Vous étiez à la tête du PS. Est-ce qu'à un moment, notamment quand Valls est devenu Premier ministre et qu'il y a eu ce premier virage du quinquennat, vous n'avez pas pris, vous, le vôtre vers la social-démocratie de manière complètement affirmée ? Est-ce que là, il n'y a pas eu un ratage ? C'était l'occasion de le faire. Nous l'avons fait, puisque dès que je suis arrivé en responsabilité, nous avons fait les états généraux des socialistes, mais ça n'a pas été, ça n'a pas imprimé, comme disent les jeunes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sous la Ve République, on ne voit que l'exécutif. Nous avons fait des états généraux, nous avons changé notre logiciel, ça a donné lieu à une bataille acharnée à l'intérieur du Parti socialiste, et nous sommes des sociaux... social écologiste. Donc on a voulu faire entrer l'écologie dans notre logiciel qui n'était pas celui-là auparavant. Donc nous avons fait des évolutions, on a fait plein de textes. Vous n'êtes pas allé assez loin ? On a été assez loin, mais on n'a pas su le faire savoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas su démontrer que nous rentrions dans une nouvelle phase. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous avons fait, tout n'était pas formidable, mais tout ce que nous avons fait a été obscurci par les querelles à l'intérieur du Parti socialiste, entre le groupe parlementaire,
une partie du groupe parlementaire et le président de la République et le Premier ministre. Pour filer la métaphore policière de Roselyne, c'était petit meurtre entre amis, hein, ça pourrait être le titre de votre livre. J'ai eu peur que vous me disiez les 10 petits nègres, mais oui, oui, c'est un peu ça. Alors, vous dites quelque chose d'étonnant quand même, quand en 2011, Dominique Strauss-Kahn est obligé de lâcher l'affaire pour justement à cause du Sofitel, tous les regards se tournent vers François Hollande et vous vous dites tous, il n'est pas prêt. Oui, parce que si on se replace dans l'époque, on ne va pas non plus faire des procès comme ça, mais si on se replace dans l'époque, l'anticyclone strauss-kahnien faisait qu'on se demandait s'il y allait avoir 2 tours, quoi. C'est tellement tout le monde allait dans les sondages vers lui, etc. Donc même ceux qui le contestaient à l'intérieur du Parti socialiste et qui proposaient une primaire, comme François Hollande, se disaient je vais faire du rapport de force et puis je serai Premier ministre. Il ne dit pas ça aujourd'hui. Il dit qu'il aurait battu Dominique Strauss-Kahn. Je ne le crois pas. Mais bon, au mieux, c'est ce qu'il espérait. Il espérait être son Premier ministre. Donc, vous vous préparez en disant bon, il va fixer l'orientation et puis moi, je vais me le lever dans ce processus. Et d'un seul coup, vous êtes face à l'histoire. Donc, je file aussi la métaphore. Je dirais c'est un Carl Lewis qui n'a pas sauté en hauteur, en longueur, qui n'a pas d'élan. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer, dans le sens où on réfléchit au pays, on trouve les formules, etc. Ce qu'a fait Macron. Ce qu'a fait Macron. Lui, on peut critiquer Macron, mais lui, il a bien réfléchi à l'équation qu'il voulait proposer au pays. Hollande avait bien réfléchi sa campagne de primaire, là, vis-à-vis de Strauss-Kahn, mais n'avait pas totalement en tête. Et donc, il est devenu président au fur et à mesure. Ouais. Mais il y a eu du temps perdu. Évidemment. Il y a eu des erreurs. Et ce que j'indique aussi, c'est que d'emblée, comme il est obligé de faire une alliance avec Montebourg, le code génétique du quinquennat, c'est la fronde au cœur du dispositif. Donc il devient tout de suite ministre de l'économie, Arnaud, et là les soucis commencent pour vous. Ouais. Mais est-ce que, alors, si on remonte un peu plus loin, c'est-à-dire vers la fin du quinquennat, qui est assez dramatique pour François Hollande, vous dites, d'ailleurs, vous l'expliquez, vous dites qu'il acceptait tout, même l'improbable, il l'acceptait sur les propositions des journalistes. On a vu quelle a été la bombe à retardement un président ne devrait pas dire ça. Mais est-ce que vous ne l'avez pas mené à l'abattoir, en quelque sorte, en gardant les primaires? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu les primaires, peut-être que... est-ce que vous auriez pu agir là-dessus, vous asseoir sur le système des primaires? Alors, les primaires, on ne pouvait pas s'asseoir dessus puisque c'était les statuts, mais on aurait pu envisager... Ouais. Non, mais comment ça sera arrangé, alors? On aurait pu s'arranger, mais à l'époque... Encore une fois, replaçons-nous à l'époque, parce qu'on ne peut pas voir un film simplement en regardant la fin. Il faut savoir aussi ce qui s'est passé au début. À l'époque, Macron n'était pas sorti du gouvernement. Oui. Et donc, avec le président de la République, parce que je n'ai pas décidé ça tout seul, d'ailleurs les papiers de l'époque le démontrent, nous sommes dit que cette primaire permettait au président de la République de se refaire une santé, de se remettre en situation, de se légitimer. Ouais. Et à partir du moment où Macron sort du gouvernement, l'électorat de la gauche de gouvernement est cassé en deux. Ouais. Et vous pensez bien qu'une partie de l'électorat qui suit Macron parce que plus dynamique, parce que plus ouvert, parce que sans complexe sur sa ligne sociale libérale pour après devenir complètement libéral, mais ça c'est autre chose, n'allait pas voter Hollande dans une primaire. Donc dans les sondages, on s'est effondré. Vous avez proposé aussi d'ailleurs à Emmanuel Macron de faire un grand parti. C'est ce qu'il a refusé, puisque dans le fond, il vous a mangé la laine sur le dos. Alors vous dites quelque chose d'intéressant, la description d'Emmanuel Macron. Vous écrivez: quelque chose me frappa en l'observant. Ainsi, dans cet instant d'extrême séduction, ses mains, son corps, son sourire, tout était en mouvement. Mais étrangement, le regard bleu était dur, comme absent de la pièce. À ce moment-là, je me fis la réflexion suivante. Emmanuel Macron possède le déhanché de Michael Jackson et le regard de Margaret Thatcher. Ça fait penser à la petite phrase de Mitterrand quand il parlait justement de Margaret Thatcher en disant « Elle a les yeux de Caligula et la bouche de Marilyn ». Oui, alors c'est un peu... Vous l'avez piqué un peu à Mitterrand. C'est un peu à Mitterrand, il y a de grands auteurs. C'est un emprunt. Mais c'est vrai, parce que François Hollande me dit écoute, tu n'as qu'à le rencontrer, parce qu'il avait encore mis le bazar dans La Rochelle à ce moment-là,
en se réclamant de la fin des 35 heures, dans une réunion, d'ailleurs, chez les amis de Manuel Valls. Et, le bazar, vous avez dit. Hein, ouais. Comment ? Le bazar. Le bazar, oui. Et donc, je vais le voir. Et je ne le connais pas, je connais comme ça de loin, pas directement. Et il me reçoit aimable, brillant, sympathique, caressant, me tirant par le bras, en faisant des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc, voilà, vous êtes content de discuter avec quelqu'un qui est pétillant et intelligent. Mais d'un seul coup, derrière cette manière d'être, j'ai perçu un regard extrêmement dur, et à tel point que ça m'a un peu rendu perplexe. Et dans la suite de la discussion, à chaque fois que je lui faisais une proposition pour qu'il aide François Hollande en élargissant la base de la majorité présidentielle, en prenant le Parti radical, ça lui a pas plu, ou en créant un réseau à l'extérieur de notre ensemble politique, il prenait ça pour lui et ne parlait jamais de François Hollande. Ce qui fait que quand j'ai été voir... Vous avez compris, vous, tout de suite. Quand j'ai été voir François Hollande quelques jours plus tard, j'ai dit, dis donc, ton gars, là, il pense à lui, mais il pense pas à toi. Et Hollande ne vous a pas cru? Non, Hollande. Et puis moi, honnêtement, je ne vais pas non plus reconstruire l'histoire. Il l'a pas vu venir, j'ai trouvé qu'il était auto-centré, mais je n'avais pas encore perçu qu'il s'engageait dans... Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette dureté que vous dites avoir vue dans le regard de Macron s'illustre dans sa politique de réforme à l'heure où montent les mécontentements? Oui, je crois que c'est un homme qui est dans la toute-puissance. Hein. Il a les moyens de cette toute-puissance, vu son intelligence, la manière dont il réussit dans beaucoup de domaines. Et il ne connaît pas la marche arrière. Ou alors il rectifie. C'est grave pour un politique, ça, de ne pas connaître la marche arrière? Vous savez, dans ce pays qui est fragmenté... Vous voulez dire qu'il ne rectifie pas ses erreurs vite? Il va jusqu'au bout. Il est dans la confrontation. Il est dans la confrontation. Parce que sa conception du pouvoir est une conception monarchique dans le sens républicain du terme, c'est-à-dire il pense qu'il faut la verticalité, que les Français sont des enfants, peut-être pas obligatoirement feignants, mais enfin c'est des enfants qui veulent pas ranger leur chambre, et donc il faut de l'autorité pour qu'ils le fassent pour leur bien. Et donc il a une lecture des institutions, mais c'est pas maintenant, il l'a pensé avant. Hein. Il a une lecture des institutions qui est le retour à 1962 et le général de Gaulle. Moi je pense que c'est une erreur considérable dans un moment de fragmentation, au contraire, de politisation de l'ensemble des Français qui sont au courant de tout. Moi, ça me sidère quand je discute avec eux. Pour un peu, je leur dirais quel est ton numéro de carte au Parti Socialiste, parce qu'ils sont au courant du moindre détail. Voilà, ils regardent tout sur les réseaux sociaux, ils regardent la télé, ils sont au courant, ils adorent ça. Et on peut pas les coacher ou les diriger comme le général de Gaulle dirigeait la France avec l'ORTF et le noir et blanc et les DS de l'époque. C'est pas possible. En rajoutant dans le vocabulaire, est-ce que c'est un élément de tension supplémentaire, les feignants, le fameux bordel, maintenant, on le sait, d'Égletons? Oui, mais ça ouais. Alors d'abord, ça dénote une personnalité, parce que je pense que ce n'est pas la même chose de dire feignant devant une... Il parlait des politiques, oui. Faut être honnête. Devant je veux bien, mais même pour ça, devant une assemblée, donc vous assumez ce que vous dites, et de dire ils foutent le bordel, alors qu'il y a une caméra avec une perche de l'autre côté. Donc il y a des mots volés et des mots assumés. Mais au fond, ça démontre quand même un univers culturel ou un univers mental, parce que ces formules-là, adressées aux politiques, si c'est bien les politiques, ou adressées à des grévistes, on les entend plus à droite qu'à gauche. Jean-Christophe Cambadélis, vous dites dans votre livre, enfin, oui, vous le dites pas comme ça, mais vous dites qu'il y a quand même eu une paresse à penser, idéologiquement. Vous dites, on a quand même fait beaucoup de stratégies, et vous le premier, parce que vous êtes l'homme des... C'est pas méchant ce que je dis, mais un peu des combinations. Vous êtes très politique, vous êtes très stratégique, etc. Donc il y a eu à un moment quand même un vide idéologique qui s'est... Oui, qui s'explique d'ailleurs. Il s'explique pourquoi. Parce que nous avons vécu dans le confort du bipartisme.
C'était assez C'était simple. acquis. C'était acquis. Puisque la droite arrivant au pouvoir, elle commençait à gouverner, évidemment, son orientation produisait des effets, et donc les élections suivantes, généralement intermédiaires, nous permettaient de l'emporter. C'est ce qui s'est passé, nous avons gagné toutes les élections intermédiaires, et puis eux, de la même chose, faisaient la même chose de l'autre côté. Donc il y avait une espèce de balancier. Il ne s'agissait pas de penser, il s'agissait de synthétiser, de faire en sorte que toutes les rivières de la gauche se jette un moment dans le fleuve socialiste. Et donc, on était dans cette situation. Et donc, on a commencé à penser. Il y a eu beaucoup de textes, mais ça n'a pas été une intelligence collective et des signes forts présentés à l'ensemble de la France. Le PS tiendra son congrès en mars prochain. Quelles sont les chances, selon vous, du succès de sa rénovation ? Alors qu'on voit un parti toujours coincé entre les deux nouveaux mondes, la France insoumise d'un côté à gauche, et puis En Marche sans doute plus à droite. Comment vous voyez les possibilités de rénovation alors que vous êtes toujours dans le même carcan qui, entre autres, vous a tué? Alors, si vous me permettez, je suggérerais aux socialistes de ne pas réfléchir de cette manière. D'abord les idées, d'abord et les idées. les hommes. D'abord les idées. Parce que, pour continuer mon raisonnement sur le bipartisme, aujourd'hui on est dans le multipartisme. Et si vous vous vassalisez vis-à-vis de Macron ou vis-à-vis de Mélenchon, eh bien vous n'êtes plus une force politique centrale. Il faut, avant, définir le nouveau projet, on dirait aujourd'hui dans le monde moderne de Macron, le nouveau logiciel des socialistes. Qu'est-ce que nous proposons au pays ? Mais c'est quoi être socialiste aujourd'hui Le socialiste aujourd'hui, c'est trois choses, je crois. C'est une forte décentralisation, une révolution décentralisatiste. C'est la lutte pour l'égalité et la justice qui doit continuer. Et donc, on ne peut pas avoir des mesures comme cela simplement pour l'entreprise. Il faut aussi avoir le combat pour l'égalité. Et c'est l'écologie. Ces trois éléments, ces trois fondations. Et je pense, pour le second, la décentralisation, que c'est un point fort des socialistes par rapport à l'ensemble de ce que j'appelle le club des Jacobins, Marine Le Pen, Wauquiez, Macron, Mélenchon, qui, chacun dans leur registre, pensent centralisation de l'État. Et donc, les socialistes, eux, de tout temps, Gaston Defferre, Pierre Mauroy, etc., ont pensé la décentralisation. Et la décentralisation, c'est à la fois rapprocher les citoyens du lieu de pouvoir et en même temps être au plus près pour régler les problèmes économiques et sociaux. Et je pense que là, il y a une nouvelle France. Alors, dans le moment présent, avec le séparatisme catalan, évidemment, on va me critiquer, mais il y a une nouvelle France qui est plus décentralisée que cette France hyper centralisée où tout se décide après. Jean-Christophe Cambadélis, pour comprendre bien le Parti socialiste et l'histoire de ce parti que vous connaissez merveilleusement bien, c'est décrit vraiment dans le livre de Bergogneau et Grimbert, qui sont les historiens du PS, dans l'ambition et le remords, où dans le fond ils expliquent l'idée centrale, enfin une des idées centrales, c'est de dire que le Parti socialiste n'a jamais, a eu toujours du remords, a été tiraillé entre cette ambition de gouverner et le remords de gouverner. Est-ce que cette question a été vraiment tranchée ? Parce que quand on écoute les socialistes, il y en a toujours qui disent il faut être plus à gauche, mais ils ne nous expliquent pas ce que ça veut dire être plus à gauche. Est-ce qu'il faut trancher cette question idéologique une bonne fois pour toutes ? C'est une question de méthode. C'est-à-dire que les socialistes parlent de synthèse en leur sein, mais ne sont pas capables de faire le compromis dans la société. Vous pouvez avoir une pensée assez radicale, estimer que le monde doit être beaucoup plus juste. Mais le problème qui est posé, c'est le chemin pour y arriver. Or, si vous ne pensez pas le chemin, évidemment, il y a ceux qui disent bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on gère les problèmes de la nation. Et en fin de compte, on passe d'une culture de gouvernement à une bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui compte, c'est de bien gouverner et non pas de transformer la société. Et puis, il y a les autres qui disent il faut tout de suite, en 90 jours, disait-on à l'époque de François Mitterrand, mais là, en quelques semaines, en un budget, régler toutes les inégalités de la Terre. Et ils ne pensent pas non plus qu'il n'y a pas que, il faut trouver un chemin pour pouvoir y arriver. Donc la question, c'est quelle méthode, quelle perspective,
à quel rythme on transforme la société. J'ai lu en 2 mots que vous aviez fait une chute à l'âge de 7 ans de je ne sais pas combien d'étages à Montréal. Vous en êtes sorti sans aucune égratignure, donc vous êtes un homme résilient. Est-ce que le Parti socialiste sera résilient comme vous ? Je l'espère. Est-ce qu'il a plusieurs vies comme les chats? Oui, absolument. Et ben voilà, nous avons filé la métaphore tout au long de cette émission, c'est formidable. Merci Jean-Christophe Cambadélis, La chronique d'une débâcle 2012-2017 aux éditions L'Archipel. Bon bouquin, en tout cas ça se lit comme un peu une enquête journalistique, Véronique, je ne sais pas si vous avez trouvé aussi. Absolument. C'était pas mal, hein. Bon, on fait de la pub. J'ai même trouvé le second titre, alors Petit meurtre entre amis. Voilà. Merci Véronique et merci à tous, à très vite sur France 24.